Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'association Expertise Climat consacré à l'intelligence artificielle, l'environnement et le climat. Quelques mots à notre sujet si vous ne nous connaissez pas. Nous sommes une association loi 1901 d'intérêt général et notre mission, c'est de créer des ponts, des collaborations entre les journalistes et les scientifiques de la transition écologique. Donc, nous organisons des webinaires à destination uniquement des journalistes sur des thèmes d'actualité en présence de scientifiques. C'est un moment pour poser des questions, se former, comprendre les enjeux. Donc, on espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous suggérer des thèmes. On est vraiment très preneurs de vos suggestions. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts et chercheurs sur les questions d'intelligence artificielle. Aurélie Bugeaud est enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux en informatique. Et elle creuse les questions d'intelligence artificielle et d'environnement. Donc, elle va nous en dire plus sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, principalement sur l'intelligence artificielle et ses enjeux environnementaux. Et Maxime Efouies est coordinateur des questions numériques au Shift Project, un think tank que vous connaissez sans doute. Donc, il travaille avec pas mal de monde autour de lui sur les enjeux du numérique au sens large. Et depuis quelques temps, le Shift Project a un groupe de travail sur l'intelligence artificielle voilà, essaie de mesurer, de renseigner l'état des connaissances sur ces enjeux-là. Donc, ce sont des ressources importantes pour vous. Alors c'est vrai que le numérique, globalement, pose des questions depuis un moment sur les enjeux climat. À un moment donné, on s'est dit que finalement, les engagements des géants du numérique étaient plutôt rassurants et qu'ils allaient pouvoir enclencher ou favoriser la transition. Mais force est de constater que l'arrivée d'intelligence artificielle est en train de bouleverser tout ça et que la croissance des usages du numérique sous l'effet de l'intelligence artificielle vient vraiment faire exploser les consommations de ressources, les consommations énergétiques du numérique. Donc évidemment, il y a une vraie question, comment à l'heure de la décarbonation peut-on concilier les deux? Est-ce que c'est compatible? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les impacts environnementaux et climatiques de l'intelligence artificielle? C'est de tout ça qu'on va parler ensemble. Alors retenez bien qu'effectivement, on en est au début des travaux de recherche sur ces questions-là et que les données manquent. Donc en fait, ça va surtout être un webinaire sur ce qui reste à comprendre. Et je sais que pour vous, journalistes, c'est pas toujours facile parce que parfois, ça serait plus pratique pour vous d'avoir des réponses oui ou non. Mais malheureusement, sur cette question-là, c'est encore pas mal en exploration et c'est tout ça qu'on va défricher avec nos deux experts. La parole est à toi, Aurélie. Effectivement, moi en fait, je travaille je m'intéresse aux impacts environnementaux de l'IA depuis quelques temps. À l'origine, je faisais mes recherches plutôt en vision par ordinateur, traitement d'images en utilisant des outils d'IA. Et il y a quelques années, j'ai changé mes thématiques de recherche pour m'intéresser aux impacts environnementaux du numérique et naturellement de l'IA, puisque ça suivait un petit peu mes travaux précédents. Alors, L'IA, juste pour remettre un petit peu le cadre de quoi on parle ici, de quoi on va parler ce matin. Donc l'IA, de façon générale, c'est la possibilité pour une machine de reproduire des comportements qui sont liés aux humains, comme le raisonnement, la planification et la créativité. L'IA, ça existe depuis longtemps. Il y en a plein de types différents d'IA. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les IA, on dit apprentissage profond et puis l'IA générative qui sont en fait qui ont connu un gros développement très rapide depuis une dizaine d'années, une accélération encore plus nette depuis 3-4 ans là. Et donc pourquoi celle-ci, quand on parle d'environnement, pourquoi on s'intéresse à celle-ci? Déjà parce que elles offrent de très bonnes performances, des qualités de résultats très impressionnantes et des améliorations constantes de résultats dans tous les domaines sur lesquels on traite. Et donc ça offre pas mal de promesses. Euh, mais elle nécessite beaucoup de calculs, beaucoup d'équipements informatiques très concrets hein, pour fonctionner. Et donc, elle consomme beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'il y a, donc, comme il y en a de plus en plus qui font beaucoup de calculs, bah, les impacts environnementaux, ils sont en croissance pour divers impacts. Je vais revenir là-dessus après.
Et puis, enfin, en plus d'être elles-mêmes gourmandes, elles accélèrent aussi les usages de plein d'autres secteurs. Donc, on peut par exemple penser aux algorithmes de recommandation pour la vente en ligne, pour le streaming vidéo, ou pour les réseaux sociaux, qui fait qu'on va avoir tendance à consommer encore plus. Voilà. Donc, elles peuvent aussi amener une croissance des impacts dans d'autres secteurs. Alors, les étapes principales de l'apprentissage machine et de l'apprentissage profond et de l'IA générative. Donc, tout celle-ci, donc ça, je l'ai schématiquement représenté comme ça, mais il y a trois grosses phases, hein, enfin, après, qui s'intersectent un petit peu, mais voilà. Il y a la phase qu'on appelle vraiment traitement des données. Donc, c'est le fait d'avoir des données sur lesquelles on va apprendre à reproduire des comportements, des prises de décisions, etc. Donc, il nous faut un gros stock de données pour pouvoir entraîner les modèles à faire quelque chose, entraîner les algorithmes à faire quelque chose qu'elles fassent. Donc, ces données, elles peuvent être ça peut être plein de formats différents, du texte, des images, des vidéos, des capteurs, etc. Ces données, il faut les acquérir, donc on peut les prendre sur Internet, mais on peut aussi filmer, écrire un texte, tout ça. Donc, il faut acquérir ces données, il faut les traiter pour qu'elles aient le bon format, pour qu'elles soient compressées, éventuellement que ça prenne moins de place, voilà. Et puis, il faut les stocker, donc les sauvegarder sur ces disques. Après, il y a la phase donc, qui est la phase d'apprentissage des modèles. Donc, dans le cadre de l'apprentissage profond, c'est globalement, ce sont des réseaux de neurones qui se représentent souvent comme ça. Bon, voilà, c'est vraiment une représentation schématique de ce à quoi ça ressemble. Euh, donc, l'idée de ces réseaux, ça va être enfin, cette phase d'apprentissage ou d'entraînement, ça va être de prendre une base de données d'entraînement, de tester ce modèle et de voir, de faire pas mal d'additions, multiplications comme ça dans ce modèle, et puis de voir bah, finalement à la fin, est-ce qu'on obtient le résultat qu'on attendait par rapport à ce qu'on avait, aux données avec lesquelles on a entraîné. Et si c'est pas le cas, et ben, on met à jour les poids des réseaux, donc les différents paramètres. Là, à chaque fois, donc ces petits ronds, en fait, c'est un ensemble de paramètres, ça va être une multiplication, une addition avec une variable, avec un facteur. Et donc, si on n'a pas le bon résultat, ben, on met à jour ces paramètres et puis on continue à entraîner. Voilà, on fait des itérations comme ça, on va en avant et puis on revient en arrière, on met à jour les poids et puis on fait comme ça. Voilà. Et donc on fait ça de nombreuses fois jusqu'à obtenir les meilleurs paramètres possibles. Et voilà. Et ces réseaux aujourd'hui, ils sont de plus en plus gros. On parle de réseaux en centaines de milliards de paramètres, donc centaines de milliards de petits neurones comme ça. Et puis après, donc une fois qu'on a entraîné notre réseau, notre modèle, on peut le tester et puis le mettre en production. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle inférence dans le langage scientifique, mais enfin, c'est ce qu'on a fait aussi quand vous faites des prompts sur ChatGPT ou quand on dit une requête également. Et donc là, on va avoir une nouvelle donnée, donc par exemple un texte que vous écrivez sur ChatGPT, et puis bah, ces données-là, elles vont rentrer dans le modèle, dans le réseau de neurones pour vous donner la réponse, l'action, le résultat de ce que vous avez demandé. Voilà, donc il y a ces trois grandes phases. Il faut bien comprendre que tout ça, ça nécessite aussi Internet. Ça nécessite donc tout le réseau mobile ou le réseau fixe Internet pour pouvoir transférer des données tout du long entre les différentes phases. Donc pour réaliser ces différentes phases, et c'est ça qui va amener à avoir des impacts environnementaux, il faut beaucoup d'équipements numérique, alors pas que numérique, mais je vais me focaliser surtout dessus. Donc il faut, pour les données, bah, il faut des capteurs pour acquérir l'ensemble des données. Donc voilà, ça peut être des caméras, des portables, des objets connectés. Il faut des ordinateurs pour les programmeurs pour programmer, et puis des grands centres de données pour stocker les résultats, enfin pour stocker, pardon, les données. Pour la phase d'apprentissage, il faut de nouveau des ordinateurs pour programmer et puis des centres de calcul qui font beaucoup de calculs pour faire ces gros entraînements sur des milliards de paramètres. Et puis pareil pour l'inférence, donc il faut des centres de calcul, enfin des centres de données, la partie calcul des centres de données, pareil pour bah, appliquer le réseau de neurones et puis pouvoir prédire le résultat. Et puis, bah, il faut éventuellement, donc suivant les applications, on va utiliser des capteurs pour prendre des nouvelles données. Et puis, bah, pour la partie Internet,
La partie Internet, elle est aussi très matérielle avec des antennes mobiles 4, 3G, 4G, 5G que vous voyez dans, dans le paysage, mais aussi l'ensemble des câbles de fibre optique ou de cuivre qui permettent à Internet de fonctionner. Donc il y a des matériels partout, c'est pas du tout immatériel, c'est pas du cloud, c'est pas du virtuel, c'est tout est bien matériel. Alors du coup, c'est tous ces équipements qui vont amener un certain nombre d'impacts. Donc je vais pas trop essayer d'un peu simplifier, mais globalement, comment on fait pour estimer les impacts environnementaux de toute cette matérialité? Alors, aujourd'hui, on se focalise principalement sur les centres de données parce que c'est ça qui vraiment a une forte croissance en termes d'impact avec les gros calculs que l'on fait. Donc, pour voir les impacts environnementaux des centres de données, enfin des centres de calcul, surtout pour l'entraînement et l'inférence, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître combien de temps a duré le calcul, par exemple, combien de temps est-ce qu'on a entraîné le réseau de neurones et sur quel serveur, donc sur quel euh, euh, enfin, oui, ressources de calcul, en fait, on l'a fait. Donc, en général, ce sont des GPU, donc des cartes graphiques. Et donc, il faut savoir quel type de carte graphique on a utilisé et puis, du coup, combien on en a utilisé. Donc, globalement, on va multiplier la durée du calcul par le type et la quantité de cartes graphiques pour obtenir la consommation d'énergie et puis les émissions de CO2, les épuisements, enfin des informations sur l'épuisement des ressources minérales, sur les métaux ou sur la consommation d'eau. Donc, ces données-là, elles ne sont pas toujours disponibles pour l'ensemble des réseaux, des gros réseaux de neurones qui sont utilisés aujourd'hui, donc ceux qui sont en centaines de milliards de paramètres, donc vous en connaissez beaucoup, je pense. Voilà, Gemini, Copilot, ChatGPT, enfin, et compagnie. Donc, on n'a pas toujours les informations de la quantité de cartes sur laquelle ça a été entraîné ou du type et puis de la durée. Donc, bon, on essaye des fois de retrouver ces informations avec, si on sait qu'il y a tant de milliards de paramètres, alors on essaye de deviner, de faire le calcul. On estime en fait combien de serveurs de calcul on a pu utiliser. Voilà, donc on essaye d'un petit peu de retrouver les informations quand on les a pas. Et puis, bon, des fois, on arrive à avoir d'autres hypothèses. Euh, Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas aussi que au moment où on utilise et on entraîne les gros réseaux de neurones qu'il y a des impacts. Il faut vraiment penser que on parle ici de milliers, voire millions de cartes donc GPU, donc ces petites cartes graphiques, et que elles ont des impacts énergétiques au moment où on les utilise, mais aussi au moment de leur fabrication. Elles utilisent beaucoup de ressources, et puis après, au moment de leur fin de vie également. Donc, on parle du cycle de vie. Donc, quand on applique un peu ces techniques-là pour calculer les impacts environnementaux, enfin, voilà ce qu'on peut observer, c'est que peu importe les indicateurs qu'on prend ou à quelle échelle on regarde, si on regarde vraiment un seul réseau de neurones ou au niveau mondial, on observe de la croissance. Donc, je vous illustre juste ça. Donc déjà, on a une croissance exponentielle sur les phases d'entraînement des modèles d'IA générative aujourd'hui. Donc le nombre, on peut un peu regarder tous les indicateurs, hein. Le nombre de cartes graphiques GPU utilisées est en croissance exponentielle. La consommation énergétique également pour les modèles. Donc, les émissions de gaz à effet de serre en sont en croissance exponentielle et l'épuisement des ressources abiotiques, donc non vivantes, sont également en croissance exponentielle. Donc là, je vous ai mis des courbes qui illustrent ça, mais elles sont en échelle logarithmique, donc on ne voit pas vraiment une forme d'exponentielle, mais c'est bien des exponentielles qu'il y a derrière. Si on regarde au niveau des entreprises du numérique, elles ont également une croissance de leurs impacts et elles le mettent elles-mêmes dans leurs rapports environnementaux que cette croissance, elle est aujourd'hui très rapide à cause de l'IA, hein. Donc que ce soit sur la consommation d'énergie ou sur la consommation d'eau. Et ces entreprises disent bien que c'est un vrai challenge du coup d'atteindre la neutralité carbone qui était envisagée pour notamment pour 2030 pour la plupart d'entre elles avec l'IA, que ça amène des nouveaux défis. Et même les consommations énergétiques en grande croissance des très grosses ondes de données peuvent amener donc à réouvrir des centrales nucléaires, comme ça a été le cas aux États-Unis sous l'impulsion de Microsoft. Et enfin, si on regarde la croissance au niveau mondial ou régional, là encore, voilà.
au niveau mondial et régional. Là aussi, c'est en croissance. Donc, par exemple, là, ce sont les résultats de l'Agence internationale de l'énergie qui avait dit pendant des années a dit que en fait les centres de données, il y avait toujours plus d'efficacité, donc en fait la consommation était constante. Et là, bah, en fait, ils ont revu cette annonce pour bien montrer qu'il y avait une croissance en cours et notamment en partie due à l'intelligence artificielle. Et il y a des vrais enjeux après au niveau local, hein, où dans leurs résultats, ils montrent que, bah, par exemple, sur l'Irlande, c'est ce petit point rouge ici qui va avec la droite, hein. Pour l'Irlande, en 2026, l'IA, enfin, pardon, les centres de données, donc ça inclut pas que l'IA, ça inclut tous les centres de données, pourraient représenter 30% de la demande d'électricité totale du pays. Et donc cette croissance, elle est sur tous les centres de données parce qu'on a de plus en plus de données, mais vraiment entraînée par l'IA. Et aussi, donc on le voit ici aussi par les crypto-monnaies, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc en face de tout ça, il y a beaucoup de promesses, je l'ai dit au tout début, il y a eu des articles scientifiques et puis un certain nombre d'études de cabinets de conseil, etc., qui ont bien mis en avant que l'IA peut avoir plein d'applications pour permettre d'atténuer ou de s'adapter aux problématiques environnementales. Donc voilà, ça peut permettre de piloter les énergies décarbonées, d'améliorer l'efficacité des véhicules, de faire de l'agriculture de précision, etc., etc. Donc plein d'applications possibles. Seulement aujourd'hui, il n'existe pas, à ma connaissance, à notre connaissance, en tout cas avec mes collègues avec qui je travaille beaucoup, d'évaluation complète des bénéfices-risques de ces méthodes. Donc c'est vraiment les promesses aujourd'hui sont encore des promesses, en tout cas ne sont pas vraiment prouvées euh, comme comme étant réelles. Donc, je vais conclure là en disant que donc, l'IA, il y a beaucoup de promesses pour faire face aux défis environnementaux, mais les IA d'aujourd'hui requièrent énormément d'équipements, donc sont vraiment matériels, euh, ce qui implique des hausses des consommations énergétiques et d'autres impacts environnementaux. Aujourd'hui, les évaluations, elles sont limitées déjà parce qu'on manque de données et il y a une non-transparence de la part des industriels. Donc, on n'a pas toutes les informations, donc on essaie de supposer, etc. Mais on n'a pas toutes les informations. Il manque de divulgation de certaines informations. Et puis, elles sont encore incomplètes. Donc, juste pour dire que, voilà, en fait, tout ce qui devrait être estimé, en fait, si on voulait vraiment évaluer l'intégralité des impacts environnementaux. Donc, on devrait prendre en phase la fabrication des équipements, leur utilisation, la fin de vie, les centres de données, mais aussi le réseau Internet, et puis aussi tous les terminaux, tous les capteurs, tous les téléphones, tous les ordinateurs, etc. Euh, donc, les phases, je vous ai dit, de traitement de données, d'entraînement, d'inférence, donc de prompt, différents indicateurs environnementaux. Euh, je reviendrai sur le dernier juste après. Et voilà ce qui est fait aujourd'hui. Donc, on devrait prendre ce que je vous ai dit en compte. Et aujourd'hui, vous avez donc la partie grise. C'est vraiment ça, c'est fait à la louche, hein, comme ça, avec une étude de ce qu'on connaît de la littérature, hein, ce schéma-là, mais il dit à peu près, voilà, les articles qui sortent, les articles scientifiques notamment qui sortent. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prises en compte. Et puis notamment aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment d'études sur les impacts indirects, c'est-à-dire sur les changements de consommation, de production et les structures socio-économiques, tous ces changements qui sont possibles par l'IA et qui sont dus à l'IA, et donc quels impacts autant positifs et négatifs que ça peut avoir, parce qu'il peut y avoir des impacts positifs, heureusement. Voilà. J'ai gardé un petit slide pour définir l'IA frugale. Euh, Parce que donc ça, c'est la définition qui est sortie d'un travail fait mené par l'AFNOR, faire une spécification sur l'IA frugale à l'été dernier. Et donc l'IA frugale, elle a trois points importants. Le premier, c'est de montrer qu'on a vraiment besoin d'utiliser une IA plutôt qu'autre chose pour faire ce qu'on veut faire. Donc le bénéfice d'un recours à l'IA est démontré. On adopte de bonnes pratiques et donc on est dans l'efficience, c'est-à-dire qu'on optimise les quantités de données, la taille des algorithmes, la consommation en ressources, mais aussi, et ça c'est très important, que les usages et le besoin
sont questionnées et visent à rester dans les limites planétaires. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Je vous laisse cesser le partage et on va passer directement à Maxime pour la suite des présentations. Yes. Du coup, j'attrape la balle au rebond. Hop. J'embraye sur Aurélie et en gros, ce que je vais essayer de faire, c'est en repartant des mêmes chiffres, hein, je vais rebondir sur les chiffres qui ont été donnés juste avant, essayer de voir quand on les articule et qu'on les met en perspective, ce que ça peut raconter un peu des enjeux de décision, si on peut utiliser ce mot un peu générique. Euh, Du coup, je saute ma présentation puisque Célia l'a très bien fait. Je suis le coordinateur du programme numérique au sein du Shift et je présente rapidement le Shift pour expliquer depuis où je parle. Si jamais il y a des gens qui ne le connaissent pas, du coup, c'est un think tank qui travaille à la décarbonation. Donc, c'est une asso loi 1901 qui est une asso d'entreprise mais reconnue d'intérêt général. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de produire des études à partir de la connaissance existante et en mettant autour de la table des gens qui viennent des sphères académiques, économiques et publiques et de la société civile pour en pondre en fait les grands points saillants d'une question. On prend une question qui est relative à la décarbonation et on essaye de lister les grands ordres de grandeur à avoir en tête et les points d'achoppement, en fait, les trucs qu'il va vraiment falloir, sur lesquels il va vraiment falloir travailler pour éviter de passer beaucoup de temps sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'effet. Et du coup, là, c'est ce que je vais essayer de faire sur l'IA. Et du coup, en rajoutant et ses infrastructures, parce que vous l'avez vu, ça sert à rien de parler de ce truc-là si on veut comprendre ses effets sur le monde physique, si on se demande pas ce qu'il y a comme infrastructure derrière. Et du coup, Aurélie l'a bien décrit. Hein. Il y a à chaque fois les 3 tiers du numérique en fait qui sont appliqués. Il y a la partie terminaux, la partie réseau et la partie centre de données. Euh, et du coup, cette partie IA et infrastructure, ça permet de vous donner ma grille de lecture déjà, pour qu'on parle la même langue. C'est d'avoir d'un côté le côté infrastructurel, donc c'est des trucs qui sont plantés dans le sol quelque part, hein, ou sur une dalle de béton, quoi, mais en général, il y a du sol en dessous. Et du coup, c'est les serveurs qui sont dans des grands bâtiments climatisés qui sont les centres de données, c'est les terminaux qu'on a avec les ordinateurs pour interagir avec, et les réseaux avec les antennes plantées sur les toits au-dessus de vous probablement, qui permettent de faire transférer toutes ces données. De l'autre côté, en fait, l'autre face de la pièce, c'est la partie usage. C'est ce qu'on en fait, parce que tout ça, c'est de l'information. Donc, en fait, il nous faut des choses pour interagir avec l'information, sauf si vos yeux captent directement le Wi-Fi, mais ce serait inquiétant. Et après, on en fait quelque chose. Et du coup, ces deux faces d'une même pièce, qui sont les deux faces d'une même pièce, ne ferait pas grandir le diamètre de la pièce sans faire grandir le diamètre des deux faces. C'est pas possible. Qui sont une grille de lecture intéressante. Là, ce que vous avez sur l'écran, c'est adapté à l'IA, mais vous pouvez l'avoir sur les usages mobiles, sur les usages vidéo. Enfin, on s'est amusé à le tester sur plein de trucs, ça marche à peu près à chaque fois. Même ça marche à chaque fois. Donc d'un côté, vous avez sur les infrastructures, particulièrement les capacités de calcul, effectivement, qui vont être sollicitées par les usages type IA, parce que Aurélie l'a expliqué, hein, c'est beaucoup de données, on fait des calculs avec pour qu'ensuite les machines elles nous répondent des trucs qui nous semblent pertinents par rapport à la question qu'on posait. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet, ces usages de l'IA sur les infrastructures? Ça va intensifier les besoins en calcul, donc parce qu'on fait des trucs qui ont besoin de plus de calcul. Alors oui, on fait des modèles des fois qui ont besoin de 5 fois moins de calcul. Bon, en gros, on a besoin de plus de calcul qu'avant, parce qu'on fait des choses plus gourmandes en données, en calcul. Et on va aussi avoir une tendance potentielle à la dissémination de la capacité de calcul, parce qu'on va vouloir avoir ces IA dans son téléphone et son frigo. Et du coup, il y a il y a deux solutions possibles. C'est soit vous connectez au réseau et les calculs sont faits autre part, soit les calculs sont faits dans votre machine. Et on va augmenter la puissance de calcul petit à petit de nos machines. Avant une montre, il y avait très peu de puissance de calcul, c'était des engrenages. Une montre connectée qui prend votre pouls et puis qui vous dit si vous avez mangé suffisamment de sucre aujourd'hui ou trop, ça du coup il y a une puissance de calcul supplémentaire. Donc c'est un peu les deux dynamiques que l'IA crée, il peut créer en tout cas sur ces infrastructures. Il y a plus de calcul et un peu plus partout. Du côté des usages, du coup, dans l'IA, du coup, je vais passer assez vite sur la définition, parce que celle d'Aurélie était très bien résumée, je trouve. Mais donc, il y a plein d'applications possibles. Aujourd'hui, celle dont on parle beaucoup, c'est l'IA générative.
qui peut servir elle aussi à plein de trucs différents et en fait en gros à générer du contenu, ce qui est très impressionnant du coup, puisque c'est du contenu final qu'on peut directement consommer. Les interactions entre ces deux faces de la pièce, c'est que d'un côté, si vous déployez des infrastructures, vous pouvez faire des choses. C'est l'effet d'offre. Vous avez des nouvelles capacités, du coup, vous pouvez vous mettre à faire des trucs. S'il n'y a pas ces capacités, on fait pas les trucs. S'il n'y a pas de capacité de calcul, il n'y a pas d'IA générative. C'est sûr. Enfin, c'est sûr et certain. De la même manière que vous ne regardiez pas de vidéo sur un Nokia 3310, parce que c'était pas possible, vous ne faites pas de chat GPT sans des GPU. Donc, il faut l'infrastructure pour que les choses soient possibles. C'est pas un truc qui émerge comme ça de l'innovation. Non, non, il faut d'abord un truc qui soit très concret. Une fois que c'est possible, du coup qu'on a une capacité de calcul, on va faire des calculs. Et puis du coup, il y a un truc qui s'appelle OpenAI qui va tester un peu, et puis à un moment, il va décider de mettre sur le marché son service. Et du coup, on se met à pouvoir faire des choses. Donc on va utiliser ChatGPT. Ces usages-là, ils vont envoyer des signaux parce qu'il va y avoir des requêtes, il va y avoir besoin de davantage de capacité de bande passante à certains endroits, il va y avoir besoin d'avoir des infrastructures qui sont bien dimensionnées par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent, qui demandent si on peut faire ça avec, de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, etc. Et ça, c'est l'effet d'usage. Une fois qu'on se met à l'utiliser, du coup, ça va appeler des nouvelles capacités, des nouvelles infrastructures. Et du coup, cette boucle, elle s'auto-alimente. C'est le niveau 1 de la vision système. C'est le truc s'auto-alimente. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que qui de la poule ou de l'œuf, c'est pas la bonne métaphore. Vaut mieux réfléchir en deux faces d'une même pièce. Et donc du coup, si vous voulez réfléchir à est-ce que les usages de l'IA vont augmenter, eh ben en fait la question c'est est-ce que en même temps les infrastructures peuvent augmenter. Si les infrastructures à un moment elles peuvent pas, il y aura pas plus d'usage de l'IA, sauf si on optimise etc. Mais il y aura pas un grand boom à usage équivalent, ça va pas se passer. Et donc du coup, pourquoi c'est intéressant d'avoir cette grille de lecture avec les deux faces? C'est que déjà, on se rend compte que ces deux faces, elles apparaissent systématiquement dans toute la couverture médiatique qu'il y a aujourd'hui sur l'IA, parce qu'il se trouve qu'elle est particulièrement intense. C'est quand même le premier usage numérique où tout le monde trouve ça cool de parler de GPU. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout d'habitude. Là, c'est juste que c'est tellement intense et tellement lié directement qu'on parle de l'infrastructure à chaque fois qu'on parle des usages. Et pourquoi c'est intéressant de parler des deux en même temps? Parce que ça permet d'appliquer des contraintes dessus. Les usages, c'est vague. Une infrastructure, c'est concret. Sur une infrastructure, on sait appliquer des usages économiques. On va dire on n'a pas assez d'argent pour déployer suffisamment de centres de données, parce que ça, on est habitué. Mais il y a d'autres contraintes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de sujets énergétiques et climat, qui s'appliquent sur les systèmes physiques. Et du coup, les infrastructures, comme c'est un truc concret et physique, on peut appliquer dessus les contraintes énergie, métaux et matériaux, carbone. Est-ce qu'on a assez de budget carbone pour tout ça? Parce que produire les serveurs, faut creuser des trous et puis faire tourner 2-3 usines. Et ça émet quand même pas mal de carbone. Ensuite, il faut l'alimenter en électricité. Est-ce qu'on a assez d'électricité et assez décarboné pour faire fonctionner tout ça pour répondre à autre chose, etc., etc. Donc, une fois qu'on a cette vision-là, on peut comprendre à quoi ça sert de se poser la question des centres de données en permanence. C'est qu'en fait, ça sert à rien de se demander si on aura tous de l'IA dans nos chaussures en 2037, si on s'est pas posé la question de combien d'électricité, de métaux et de carbone il fallait dépenser pour produire tout ça et de si c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de tribunes qui parlent beaucoup au futur. Bon, il s'agirait de mettre un petit peu de conditionnel dans tout ça. On n'est pas sûr que tout le monde puisse avoir des chaussures qui parlent et qui répondent à nos questions les plus intimes. Pour rebondir sur quelques chiffres du coup qu'Aurélie a donné, avec une vision carbone au début et ensuite je vais switcher sur l'électricité parce que ça fait apparaître plus vite les arbitrages. Sur le carbone, du coup, il y a les chiffres des géants de la tech, quoi, des GAFAM. Du coup, leur empreinte carbone augmente beaucoup, parce que 30 à 50%, c'est beaucoup en quelques années. Contrairement, du coup, à la trajectoire qui se sont eux-mêmes fixés pour atteindre la neutralité entre 2030 et 2050, suivant les objectifs. La petite conclusion que j'en tire, c'est que même pour les meilleurs, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils optimisent énormément, enfin, il y a des capacités d'optimisation et de planter des éoliennes partout pour alimenter les centres de données, tout ça, là, les solutions technologiques et l'optimisation techno, ça ne suffit pas du tout à compenser une augmentation des volumes des choses qu'on fait. C'est un effet rebond classique, on optimise, et le numérique innove et optimise plein de trucs en termes d'efficacité énergétique, ça ne suffit pas du tout à limiter l'augmentation de l'impact, ne serait-ce qu'à la limiter.
Donc c'est le premier enseignement, c'est que l'optimisation technologique chez les acteurs, on a bien vu que là, l'IA, ça vient alimenter une dynamique qui était déjà là, où le numérique, son empreinte, elle fait 4% dans le monde aujourd'hui, elle augmente de 6% par an, et elle continue d'augmenter, et l'IA vient juste alimenter cette augmentation. Donc est-ce que l'IA va sauver la planète? Bah, pour l'instant, elle vient juste alimenter l'augmentation du numérique. Donc le numérique sert à plein de trucs, dont augmenter l'impact. Et il sert plus à augmenter l'impact qu'à le réduire en moyenne aujourd'hui dans le monde. Au niveau France, j'ai mis une petite planète quand c'est international et une petite France quand c'est la France. Le numérique aujourd'hui, dans les projections de la DEMARCEP, c'est prévu qu'il augmente en gros qu'il fasse fois 1,5 quoi à peu près à 2030, donc dans 5 ans quoi. Sans l'IA, c'était avant de prendre en considération les dynamiques de l'IA. Et l'IA elle est en train d'aggraver cette tendance qui est à la hausse, alors qu'on est censé faire plutôt moins 45% à 2030. Hein. Donc on a le bon chiffre, mais on n'a pas le bon signe. On s'est trompé dans une petite barre, ce qui est assez embêtant du point de vue du budget. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que ça permet de se poser la question, mais c'est quoi le sans l'IA? En fait, c'est quoi si on rajoute l'IA dans les plus 45%? Bah, c'est des centres de données en gros. Il y a aussi les terminaux, il y a aussi les réseaux, mais on peut déjà se poser la question des centres de données. Et du coup, je vais zoomer sur la vision électrique, sur la vision de la conso électrique, parce que ça nous permet de poser cette question des centres de données de manière plus visible, on va dire. Les centres de données, comme l'a évoqué Aurélie tout à l'heure, dans les projections de l'AIE, on est passé d'un moment où on avait des projections qui disaient ça va se stabiliser parce que on optimise technologiquement, c'est de plus en plus efficace, donc du coup on va stabiliser l'impact. En fait peut-être on s'est trompé, ça fait x2 en 4 ans. Donc du coup là on part avec l'introduction de l'IA sur des dynamiques qui repartent à la hausse très très fortement. Les chiffres exacts, de toute manière, ils vont changer dans les années qui viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé d'une étape où on se disait on va gérer à, en fait, les volumes explosent. Et les volumes explosent parce qu'on a besoin de beaucoup plus de calculs, beaucoup plus de données, beaucoup plus de stockage, etc. Donc, on passe dans un moment où on veut déployer énormément de centres de données, de serveurs et toute la conso électrique qui va avec. Pour zoomer du coup sur un cas européen et reprendre l'exemple de l'Irlande, la consommation des centres de données qu'évoquait Aurélie tout à l'heure, c'est à peu près l'équivalent, même selon le Central Statistic Office d'Irlande, c'est rigoureusement la même chose que la consommation électrique des logements urbains de l'Irlande. Donc, si on veut avoir de l'IA à tout va, il faut consommer, c'est comme si on voulait rajouter des logements urbains en termes de consommation électrique. Il n'y aura pas d'électricité pour tout. Ça va pas se passer. Les capacités d'augmentation de la production électrique, elles sont limitées. Il faut construire, planter, connecter des choses. Donc il y a une inertie, ça prend du temps. Et du coup, si le numérique et les centres de données suivent les courbes qu'on est en train de dessiner là, qui montent en exponentielle dans tous les sens, pour permettre l'IA, parce que c'est absolument impossible d'avoir du retard technologique et puis de louper la colonisation de Mars. Mais en fait, si on fait ça, c'est l'électricité qu'il n'y aura pas pour le reste. Et on voit bien que c'est déjà non négligeable dans certaines régions. L'électricité, c'est un truc aussi un peu local. Donc, si vous avez plusieurs choses branchées sur le générateur et que vous construisez une maison, il n'y a plus de prise pour brancher la maison, pas de chauffage. Tant pis, bon courage pour la suite. Ou alors, chauffage qui dépendra du gaz. Donc, il y a déjà ces arbitrages qui se posent à des niveaux locaux. Pour zoomer sur le niveau français avec les mêmes problématiques, le numérique, pareil, sur sa consommation électrique, il est parti pour augmenter énormément. À 2050, ça pourrait être un fois 3,5 si on suit un scénario qu'on gère pas trop, enfin qu'on laisse couler comme aujourd'hui. Pour donner une idée, c'est 20 à 30 TWh au-dessus des prévisions d'RTE. Concrètement, ça veut dire que RTE, qui est l'acteur planificateur des réseaux électriques en France, dans ses planifications de consommation électrique des centres de données, il a pris des infos qui sont plus valables du tout, et plus valables d'un écart de 20 à 30 TWh. 20 TWh, c'est la consommation de la Bretagne. Donc si je le redis autrement, ce qu'on a prévu de déployer comme réseau électrique, c'est comme si on avait oublié d'alimenter la Bretagne. Voilà. Donc je sais pas où on met une Bretagne en plus, peut-être entre Marseille et la Corse, plus besoin de bateau, je sais pas, mais il faudra trouver un endroit pour mettre une Bretagne en plus si on veut vraiment déployer l'IA. Et donc, je termine là-dessus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs aujourd'hui qui ont besoin de l'électricité et que le numérique, il va vite. Donc en fait, il va préempter ces ressources électriques.
si on lui donne pas une trajectoire et qu'on met pas des règles en place et qu'on facilite l'implantation des centres de données dans tous les sens. Donc, la première chose, c'est qu'il faut lui fixer une trajectoire de décarbonation dans la stratégie nationale bas carbone pour qu'il y ait une référence et qu'il ne puisse pas la dépasser, puis conditionner les déploiements à ce que ça soit compatible avec ça, du point de vue d'infrastructure. Du point de vue des usages, c'est de déployer des usages IA qui partent des contraintes physiques, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, et puis en arbitrant entre les fonctionnalités. Des fois, il y a des trucs, bon, on va pas les déployer parce qu'on n'a pas de budget carbone, on n'a pas de budget électrique, c'est pas la fin du monde. Et dans l'IA frugale, il y a effectivement la définition par l'AFNOR de l'IA frugale, la question de la condition de pertinence. Il y a des endroits, c'est pas la peine de mettre de l'IA. Et en fait, cette question-là, elle existe déjà dans une norme. Maintenant, il faut la déployer à un niveau organisationnel. Et pour finir, comment on fait pour orienter tous ces trucs-là là On ne sait jamais si entre quoi et quoi il faut arbitrer. Euh, il y a 4 choses qu'on peut poser comme question à chaque fois qu'on propose un nouveau service numérique, et du coup là ça marche pour l'IA. C'est est-ce que la rentabilité de la solution, je dis la rentabilité ou l'utilité parce que c'est écrit dans un business plan, la stratégie, c'est toujours écrit quelque part les réponses à ces questions. Est-ce que la solution elle est pertinente seulement s'il y a un nouvel équipement qui est généralisé? Par exemple, si vous avez des Google Glass qui sont nécessaires, il faut forcément cet équipement avec le service. Si la réponse est oui, ça augmente l'impact des terminaux. Est-ce qu'il faut plus de puissance de calcul? Si la réponse est oui, vous augmentez l'impact des centres de données. Est-ce qu'il faut plus de volume de données qui soient stockés, sur lesquels on peut faire des trucs? Si oui, alors ça augmente l'impact des centres de données. Et est-ce qu'il faut plus de réseaux? Parce que c'est des vidéos, si c'est de la VR avec de l'IA dans tous les sens, et ben du coup il faudra plein de réseaux parce que je veux pas que ça lag quand je regarde ma vidéo. Et donc du coup, si oui, vous augmentez l'impact des réseaux. Et donc en fait, si la réponse est oui à ces 4 questions, vous êtes sûr que le truc qui est en train d'être proposé ne va pas dans la bonne direction. Il n'y a pas besoin de se faire des ACV dans tous les sens, ça ne contribue pas à créer un numérique qui est compatible avec la double contrainte carbone. Si la réponse est non à plusieurs questions, ou alors si on peut la rendre non en enlevant des fonctionnalités, alors on commence à pouvoir avoir quelque chose qui est compatible et qui pourra permettre, peut-être, si on fait les choses bien, même de profiter en fait des avantages du numérique et de l'IA de manière générale sur les enjeux énergie-climat. Merci beaucoup, Maxime. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci d'avoir expliqué, exposé les enjeux de l'IA et du climat. À très bientôt.